bien brossé par Messi. Quel ballon déposé dans le but d'Enier Maradona. C'est Joigneur. Au deuxième poteau, c'était touché. C'est une folie finale. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard de Mario Götze. Incroyable, incroyable quintuplé. Robert Lewandowski pour un but d'anthologie. Mais dans la gauche, une frappe, une deuxième, c'est stoppé. Et c'est 2-2. Jamais lâcher ou lancer la serviette. Il y a une occasion exceptionnelle de la part de Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est... Je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, c'est jouer au football. On va décider quand Faire un clap, c'est on ça. peut faire quasiment un clap. Là. Bonjour à tous, c'est comme ça que ça commence. On peut commencer comme ça. Bonjour à tous. Bienvenue au podcast. On va l'appeler comment? C'est Électron Libre. C'est ça qui Électron a été Libre? choisi. Ouais, pour le podcast de la chaîne Le Courant d'énergie. Exactement. Ouais, qu'on avait regardé. Donc aujourd'hui, on va parler de nous. Ben, c'est la première, je pense que c'est de parler de nous, puis de pourquoi on est là, pourquoi on parle devant un micro. Absolument. C'est un peu ça le but. Ouais, puis c'est quoi qui nous motive aussi à partir ce podcast-là. Et c'est quoi, ça va être quoi nos objectifs au final? Du fun. Du fun, oui. Je pense qu'on le répète assez sur le terrain, puis je pense que ça reste là-dessus aussi. Ouais. Du fun, puis je pense qu'on devrait en avoir. On va peut-être falloir même faire attention à ne pas se restreindre, parce que... On va va essayer. se restreindre justement, parce que sinon ça va faire 5 heures d'émission, ça va être un peu long, mais... On va essayer de pas trop s'éparpiller. Puis juste petite anecdote avant qu'on commence, là, ça fait plusieurs rencontres que moi et Kevin on fait pour le podcast, puis à chaque fois on se dit on aurait eu juste à allumer le micro puis ça serait parti, mais là on l'a allumé puis c'est parti. Là. Il y aurait déjà eu pas mal de rush, ouais. Fait qu'on peut peut-être commencer par se présenter. Ben, c'est ce que je t'ai dit, moi ce que j'aimerais bien, puis tous ceux qui viendront parler à ce micro-là, ce que j'aimerais c'est qu'ils se présentent, donc on va commencer par nous, mais qu'ils se présentent surtout qui ils sont, c'est pas normal, mais c'est quoi leur rapport au soccer, ou je vais utiliser souvent ce terme-là aussi au foot, parce que voilà, ça va assez vite, moi avec mon accent, j'aurais du mal, comme je dis, j'ai du mal à faire croire que je viens du lac Saint-Jean. Mais comment on est tombé dans ce sport-là? Qu'est-ce qui nous a fait rester? Est-ce que des fois on est parti, revenu, enfin... Je parlerai pour moi, mais je vais te laisser commencer. Mais j'aimerais bien que ça, c'est quelque chose, je pense que vous allez le voir sur chacun des émissions qu'on fera, et tous ceux qui viennent au micro. C'est ça, présente pourquoi du foot, pourquoi tu es tombé amoureux de ça, ou peut-être pas amoureux, ou juste parce que tu as suivi, mais un court résumé. Je pense qu'on va peut-être avoir des belles histoires juste à demander aux gens pourquoi ce sport-là, pourquoi le sport, puis pourquoi c'est venu à toi, ou toi t'es allé au soccer. Je pense qu'ils vont se rendre compte très vite. De toute façon, c'est la trame de ce podcast, c'est aussi les histoires puis les émotions qu'on vit à travers ce sport-là. Absolument. C'est ça qu'on vit, c'est ça qu'on s'est déjà dit un paquet de fois, c'est ça qui nous a motivés, puis c'est ça que j'espère que vous allez tous ressentir quand vous écouterez. C'est vraiment, ça fait vibrer, quoi. Il faut que ça vienne te chercher, puis nous, ça vient nous chercher, puis c'est ça qu'on veut faire partager. Ouais, il y a quelque chose de grisant à faire ce qu'on fait là, à faire un match de soccer, à aller voir un match de soccer, puis on espère partager notre passion aussi. Tu te lances? Je peux y aller. Donc, moi, c'est Jonathan Simard. Je suis présentement entraîneur au club de Soccer Énergie. Je suis aussi impliqué dans le conseil d'administration. Je suis registreur. Et en fait, là, je vais peut-être beaucoup plus parler là, dans ce qui est important pour le podcast de ma relation, mon histoire par rapport au soccer. Moi, j'ai commencé à jouer au soccer, je pense que j'avais autour de 6 ou 7 ans. Je restais à Québec quand j'étais jeune. Et ce qui m'a mené vers le soccer, c'est que moi, de mon côté, je venais d'une famille quand même assez modeste en moyens. Et c'était le sport le plus accessible. Oui, il y avait une inscription à payer, mais on achetait des souliers à crampons, des pads, des bas, puis c'est fini, on s'en va sur un terrain de soccer, puis on joue. Fait que moi, au début, c'est ce qui m'a amené vers le soccer, et j'ai grandi un peu dans ce sport-là.
Et déjà là, j'ai apprécié avoir plusieurs rôles dans le sport. Fait que j'ai commencé comme joueur, mais rapidement, je me suis dirigé vers l'entraînement. Je me suis dirigé aussi vers l'arbitrage. J'ai fait 3-4 années d'arbitrage à l'adolescence. J'ai eu plein de belles expériences qui ont façonné un peu, en partie, la personne que je suis aujourd'hui. J'ai appris la confiance, j'ai appris le leadership aussi dans cette expérience-là. Et il y a eu un peu une cassure, la vie adulte est arrivée. Et à ce moment-là, j'ai complètement abandonné le sport pendant plusieurs années. Et même si on chasse le naturel, revient au galop, j'ai eu des enfants et ça n'a pas été très long. Je dirais que quand mon plus vieux, à peu près de l'âge de 3 ou 4 ans, j'allais prendre des marches avec les enfants, puis pas loin d'où on restait, il y avait un terrain de soccer. Puis je me suis mis à amener un ballon, jouer au soccer avec mon plus vieux. Puis là, graduellement, mon plus vieux en a pris goût. On est déménagé dans la région de Shawinigan. Puis moi, ça me démange. Je suis sur le bord d'un terrain de soccer. Il faut que je sois impliqué, que je sois arbitre, que je sois entraîneur, que je sois joueur. Je peux pas rester. C'est extrêmement difficile pour moi, même quand je vais avoir un match en tant que partisan. C'est difficile pour moi de ne pas avoir le goût de sauter sur le terrain ou peu importe. Fait que rapidement, je me suis impliqué. J'ai commencé comme entraîneur. Et après ça, j'ai vu une mouvance qui s'installait aussi dans le club ici, Énergie. Fait que j'ai embarqué dans ce mouvement-là où on se centre beaucoup plus sur les joueurs. On veut que les joueurs aient du plaisir. On veut s'amuser avec eux. Et moi, souvent, avec le train-train de vie de quotidien, c'est pas toujours facile, mais très souvent, je me présente le samedi matin, je m'en vais entraîner des jeunes dans un gymnase sur un terrain de soccer, puis c'est instantané, c'est spontané, le sourire me vient tout de suite. Fait que ce plaisir-là de partager la passion avec les jeunes, puis de voir les jeunes qui développent une passion, moi, c'est ce qui m'a ramené au sport, puis ce qui me maintient, puis ce qui aussi me motive aussi en partie à démarrer ce podcast-là pour partager cette passion-là, puis amener d'autres gens à venir dans notre sport, ou peut-être d'autres sports, mais le soccer, c'est le meilleur sport, de toute façon. On va se le dire. Fait que c'est un peu ça, la relation que j'ai avec le soccer, puis là, je me suis lancé un peu plus loin, fait que j'ai fait la certification canadienne des entraîneurs, puis là, je suis en train de faire le diplôme C. Et là, le diplôme C, cette année, c'est tout nouveau. On pourra peut-être en parler dans un autre podcast. Là. Mais juste faire c'est l'ordre du jour. c'est hors de l'ordre du jour aujourd'hui, on va essayer de la respecter un peu. Mais c'est ça, dorénavant, quand il y a un diplôme qui est fait, le diplôme a été uniformisé à la grandeur de la CONCACAF. Donc, le diplôme C, à partir de cette année, va être reconnu dans l'ensemble de tout ce qui est le soccer en Amérique du Nord, particulièrement. Pour aller entraîner au Mexique, si tu veux, tu pourras entraîner. Ouais, je pourrais aller entraîner au Mexique. Il faudrait que j'apprenne un petit peu d'espagnol, par exemple. Pas que je suis rouillé, je peux pas dire que je suis rouillé. Non, il faudrait que j'apprenne l'espagnol. Mais oui, je pourrais aller entraîner avec ça aux États-Unis ou au Mexique. Ça va être reconnu à la grandeur de l'Amérique du Nord. Ok, je savais pas qu'il le faisait pour toute l'Amérique du Nord. C'est nouveau de cette année. Okay. C'est au niveau de cette année. Fait que je trouve que c'est très intéressant. Justement, j'ai ça au début de la formation. C'est banal quand même, mais ça reste une fierté de dire je vais être éventuellement un entraîneur qui va être reconnu dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Fait que je vais peut-être me faire appeler par Équipe Canada pour dépanner. C'est tout ce que je te souhaite. Ça me surprendrait. Ça me surprendrait. Ils vont appeler Romain avant. Fait que voilà, c'est mon rapport avec le sport. Mais je savais pas que tu avais commencé si jeune. Mm-hmm. Il faut qu'on se tienne à l'ordre du jour, mais je vais avoir un paquet de questions parce que je serais vas-y. curieux de savoir à quoi ça ressemblait le soccer au Québec quand tu avais 6 ans. Ah, c'était pas aussi... En fait, le soccer a beaucoup eu une image de justement de sport accessible, mais de moins d'organisation que les autres sports. Je pense que moi, quand j'étais jeune, c'était vraiment perçu comme un divertissement estival. Ça, je l'ai senti quand j'ai arrivé. Ouais. C'était pire. C'était pire quand j'étais jeune. Puis c'était vraiment
c'était difficile des fois. Moi, j'ai vécu certaines équipes où il y avait un engouement d'équipe, puis oui, déjà, il y avait des parents un peu excessifs, on va dire ça, ou de la difficulté à avoir de la retenue. C'était pas aussi pire que ce qu'on a vu dans les dernières années. Mais il y avait quand même une masse critique. Ça touche tous les sports de toute façon. Oui, non, c'est pas spécifique au soccer, mais il y avait quand même une masse critique de jeunes et de parents qui embarquaient. Là. Fait que ça donnait quand même un noyau d'équipe intéressant, mais généralement, ça restait comme... Il n'y avait pas encore beaucoup de jeunes, quand je jouais au soccer, que c'était leur sport. Là, moi, depuis que je suis retourné à l'entraînement puis que j'ai commencé à coacher des jeunes, puis là, ben, c'est sûr que moi, il y a mes 2 plus vieux, c'est leur sport. Puis ce ne sont pas les seuls. C'est devenu pour plusieurs leur sport de prédilection. Puis ça a changé aussi les attentes que les jeunes ont envers leur sport. Dans le sens qu'il y en a qui sont encore là, c'est leur sport d'été, ils vont pour s'amuser, c'est le fun. Mais il y en a d'autres qui en mangent, puis qui veulent progresser, puis s'il n'y a pas cette progression-là, ben c'est des jeunes qui vont soit se diriger vers d'autres sports ou vers d'autres clubs qui offrent quelque chose d'un petit peu plus loin, mais il y a cette exigence-là, ce besoin-là qui commence à apparaître, qu'il y avait moins quand j'étais jeune. Fait qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui veulent progresser, aller plus loin, puis aller chercher l'aspect technique et tactique. Toujours dans le jeu, mais qui veulent progresser, là, qui ont un besoin de progression. Ça, c'est clair. Ouais. Mais moi, c'est quand je suis arrivé au Québec, c'est ce qui m'avait le plus choqué. Parce que bon, en France, même en Europe, on a tendance à dire que c'est notre sport. Je nuancerais ça, parce qu'on n'est pas forcément une terre de football tant que ça. Mais moi, c'est ça qui m'avait choqué. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais embarqué dans le club. Parce que c'était venu me vexer un petit peu, ce sentiment de... C'est pas un sport, c'est juste une activité d'été. Ça restait un petit peu coincé en travers de la gorge. Je suis pas à prôner et puis dire que c'est mieux que le hockey ou que l'autre chose. Puis c'est pas ça mon propos, mais en tant que mordu de ce sport-là, ouais, ça venait. C'est resté coincé un petit peu dans la gorge, cette histoire-là. C'est ça qui m'avait fait accrocher au club. En plus du fait que je me suis toujours impliqué dans la vie sociale partout où j'étais, mais c'est ça qui m'a... La raison pour laquelle je suis tombé à Soccer Energy, c'est parce que quand mon plus grand maintenant, il s'est inscrit en ce qu'on appelait les U6, puis ça avait un autre nom à l'époque, qu'on a encore changé maintenant, parce que maintenant c'est les électrons. Les électrons, merci. Les électrons. Quand il s'est inscrit, ça ressemblait vraiment à une garderie. Puis là, ça m'avait un petit peu fâché quand même. C'est un choc. J'ose imaginer que c'est un rien choc. c'est pas que ceux qui étaient autour faisaient mal. Hein. Je le répète, je blâmais personne, mais c'était vraiment comme une garderie, une activité pour se dépenser, ainsi de suite. Puis moi, ça me choquait parce que c'était mon sport, quoi. Non, c'est un sport. C'est moi, si je peux me permettre maintenant, moi, je suis tombé dedans. En France, c'est comme ici maintenant, le sport qui a le plus de licenciés. Donc on a tendance à tous se faire ça. Mais moi, c'est mon père qui m'a fait tomber là-dedans, qui jouait quand il était plus petit, qui n'a jamais entraîné, mais je fais la parenthèse parce que ça va avoir de l'importance. C'est avec lui c'est lui qui m'a inscrit. Puis comme tous les enfants, on jouait au foot. J'ai jamais été dans des très gros niveaux. Je suis tombé comme toi à l'âge de 6 ans dedans, 6-7 ans. Quelque chose comme ça, je ne voulais pas me tromper. Mais... Puis j'ai dû jouer jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Donc comme je disais, j'ai jamais fait des très hauts niveaux, mais j'ai joué chaque année. Puis après 14-15 ans, je m'en suis un petit peu écarté. Parce que là, on devient ado, puis ça va faire sourire, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. On pense à d'autres choses. Donc je me suis un petit peu comme... Bon, je voulais pas forcément faire carrière là-dedans. Encore que, à un moment, à une époque, avec mes parents, on avait regardé pour rentrer dans le sport-études à l'époque. Mais je m'étais rendu compte que j'aurais pas la volonté pour continuer. Ça demandait trop d'engagement, puis je vais même à cet âge-là, non, j'aime bien ce sport-là, mais je ferai pas autant de sacrifices qu'il faut pour ce niveau-là. Donc c'est resté qu'un loisir entre guillemets, mais je m'étais un petit peu écarté, et puis
Mais j'ai toujours j'ai toujours été un supporter. J'ai toujours discuté avec les amis, puis ça revenait toujours ainsi de suite. J'ai connu ta ferveur, oui, ça je confirme. Mais voilà, et puis après mon père est décédé, je me suis encore un peu plus éloigné du foot. Après, je suis venu au Canada. Donc là, c'est là que quand je voyais comme c'était la vision qu'il y avait ici, c'est là que ça m'a un petit peu énervé. Donc je me suis engagé dans le club. J'ai encadré l'équipe de mon fils. Je l'ai suivi jusqu'à U12, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûr à 100% des dates, mais on ne voudra pas si je me trompe d'une ou deux années. Et puis je suis toujours resté dans le club. Mais là où je me suis rendu compte avec le temps, je me rapprochais de plus en plus parce que je suis resté dans le club, mais je suivais pas la MLS. J'ai été voir des matchs de l'Impact, mais j'arrivais pas à accrocher. CF Montréal maintenant, excusez-moi. Mais à l'époque, c'était l'Impact. On t'en voudra pas. Mais j'arrivais pas à accrocher. Et puis j'avais même, je vais plaider coupable, j'avais le regard de tous les Européens qui viennent ici en disant, tu sais, un regard un petit peu hautain sur la MLS. Ça joue pas bien, ça joue croche. L'expression québécoise. Ben, c'est le calibre de jeu n'est pas le même, puis des fois on dirait qu'on... Oui, mais... Il y a des joueurs de l'Europe qui viennent prendre leur retraite littéralement en MLS. Mais ça, c'est pas... En fait, sur le moment, j'avais cette vision-là, puis je vais continuer, mais ça a changé, là. Depuis ce qui a été un déclic, je me suis toujours suivi le soccer, mais je me suis rendu compte que j'avais personne avec qui en parler. Même au club, j'avais personne, même dans l'ancien CA que j'étais, ou même notre CA actuel, c'est vrai qu'on n'échange pas forcément énormément sur les résultats de MLS, sur les résultats de ce qui se passe en Europe. Je peux comprendre que ça ne vous intéresse pas, mais, ou que ça vous parle moins en tant que Canadien. Mais je n'avais pas moyen d'échanger. Et puis là, ce qui m'a donné vraiment la piqûre, puis depuis, maintenant ça va faire 2-3 ans, où je ne lâche plus du tout, c'est à la Coupe du Monde du Qatar. J'ai une collègue de travail qui a organisé une poule pour l'entreprise dans laquelle je travaille. Et puis il y en a quelques-uns qui se sont inscrits, ainsi de suite. Puis j'ai été piqué au jeu. Puis il y a un petit peu d'orgueil, je dis quand même, en tant qu'Européen, je vais quand même faire de mes meilleurs pronostics que les Canadiens quand même. Et puis j'ai fini deuxième, c'est bien, je me suis pas trop mal sorti. Mais je me suis rendu compte que finalement, ce qui me plaisait énormément, ce qui me faisait vibrer, j'adore être sur le terrain avec les enfants, mais ce qui me fait vibrer, c'est de partager ça, c'est de pouvoir en parler. Oui. Et le fait de pouvoir discuter avec des collègues de travail, d'échanger, sur t'as parié sur quoi, pourquoi t'as fait ça, puis de faire partager avec d'autres qui ne connaissaient pas du tout. Puis tu sais, quand ils faisaient leur pari, ils me disaient bah non, là, non. Oh, mais. Parce qu'ils n'avaient pas de connaissance de soccer, si ce n'est ce que tu suis dans les gros titres. Mais de pouvoir échanger avec eux, et ça m'a mis la piqûre, quelque chose. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais ça, que j'aimais partager ça. Que moi, le foot, je vais utiliser ce terme-là, je suis désolé, j'aime le partager, j'aime le vibrer. Quand on a préparé l'émission, je t'avais dit, ce qui m'avait fait plus, c'est d'être allé avec toi voir la finale de Coupe du Monde à la Cage au Sport. Oui, c'était... Oui, c'est vraiment un moment exceptionnel. On en reparlera dans d'autres, mais c'était de pouvoir faire vivre ça à d'autres, de le vivre avec d'autres personnes. C'est ça qui me motive. Et c'est ça que des fois qui me fait même mal avec les jeunes quand je suis sur le terrain, parce que ça m'arrive plus d'une fois de leur demander mais tu regardes du match, ainsi de suite. Puis la réponse que je vois, ils ont regardé les matchs de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est il y a 2 ans quand même, ça date un peu. Mais je me suis rendu compte qu'ils avaient, même s'ils étaient fans, comme tu dis, qu'il y en a beaucoup qui sont demandeurs, qui veulent progresser, mais ils n'ont pas accès. Je ne peux pas en vouloir à un jeune de 8-10 ans de pas savoir faire le tour de tous les podcasts. Puis on est assez à leur demander de ne pas être tous trop sur les écrans, donc on ne va quand même pas les pousser plus que ça. Mais ils n'ont pas accès, même s'ils veulent regarder les grandes chaînes de télé. Moi, je ne vous le cache pas, que j'ai galéré pour avoir des informations sur la MLS, sur autre chose que le CF Montréal. J'ai rien contre le CF Montréal, mais moi j'aime bien regarder la Ligue au complet. Et c'est pas évident. Il faut savoir chercher. Alors, malheureusement, comme au Québec, Canada, on tourne très vite, il faut aller sur les sites anglophones. On en débattra aussi de ça. Pas de suite, garde ça pour plus tard. Mais je me suis rendu compte que finalement, les jeunes, c'était même ceux qui aiment ce sport-là. Ouais. Eh ben, faut vraiment aimer, puis vraiment vouloir pour chercher de l'information, puis pouvoir le vivre, parce que ils se retrouvent à avoir juste l'heure et demie où ils font ce sport-là en gymnase ou à l'extérieur avec leurs copains, puis derrière, c'est le néant. Ou alors tu peux suivre les résultats, mais
oui, tu peux suivre les résultats, mais c'est pas suffisant, c'est ce que j'expliquais. Moi, ce que j'aime, c'est le faire partager. Alors, je sais que les jeunes ils ont du mal à s'asseoir 90 minutes devant un match, puis je peux comprendre, c'est long, mais juste de lire. Tu sais, moi non plus, je peux pas tous les regarder, les matchs. On va faire des sujets où vous verrez qu'il y a tellement de lits à suivre, il y a tellement de choses intéressantes si on regarde les hommes, les femmes, puis d'un travers le monde. Il n'y a plus assez d'heures dans une journée pour arriver à suivre. Ah, c'est ça. Mais si tu as des émissions qui te plaisent, puis qui peuvent te faire un condensé ou te faire partager ça, bah c'est ça le but de ce podcast-là, et c'est ça mon parcours dans le soccer, quoi. En fait, tu fais une belle transition avec Je m'en suis rendu compte. j'ai fait une belle transition. notre première motivation, là, qui est vraiment de partager notre passion, puis d'amener la culture soccer. Puis je vais peut-être revenir aussi sur peut-être une image qu'on avait discuté au début aussi, qui moi, quand j'étais plus jeune, ben là, premièrement, il y avait une chaîne de sport quand j'étais jeune qui était RDS ici. Fait que là, quand tu t'abonnais à RDS, ben, tu avais accès à une panoplie de sports. Oui, il y a toujours eu, puis il y a encore beaucoup de place pour le hockey, mais il y avait quand même une certaine accessibilité. Et je me souviens qu'à cette époque-là, il y avait dans les bulletins de nouvelles de sport, il y avait une section pour le sport amateur. Et il y avait quelqu'un qui faisait le tour des différentes ligues. Il y avait le soccer, le baseball, il y avait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Beaucoup. En fait, l'été, c'était le soccer, baseball qu'il y avait beaucoup. Puis l'hiver, bien évidemment, il y avait le hockey. Il y avait le volleyball aussi qui commençait. Okay. Le basketball, c'était... Ah ouais, pas tant que ça? Pas tant que ça. Ça a commencé beaucoup dans les 10-15 dernières années. Je trahis mon âge. Mais c'est ça. Puis là, il y avait comme une présence, je dirais une présence du sport amateur. Mais là, aujourd'hui, ben là, je vais parler de l'expérience que j'ai avec mes gars aussi. C'est que nous, chez nous, on n'a plus le câble traditionnel, on n'a plus la télévision traditionnelle. Il y a beaucoup de maisons maintenant de plus en plus. Hein. Exactement. Et là, ben, mes gars, pour consommer du soccer, ben, ça va être beaucoup, ou même du sport amateur, ça va être beaucoup sur les réseaux sociaux. Il va y avoir YouTube, il va y avoir TikTok parfois. Il faut faire attention, faut le gérer comme il faut avec les enfants, mais... c'est le cas. Moi, mes garçons, ils n'ont pas encore Facebook, mais ça peut être une façon d'y accéder aussi. Mais c'est beaucoup plus YouTube et TikTok là, qu'on voit. Puis souvent, c'est des cours vidéo, mais c'est beaucoup des vidéos qui viennent de l'international. Fait qu'on dirait que, oui, ils s'intéressent, puis c'est pas mauvais qu'ils s'intéressent à ça. Mais on dirait qu'il n'y a pas quelque chose qui vient de chez eux, avec des gens qui connaissent, des gens qui peuvent s'identifier. Des gens, même à la limite, qui vont parler d'eux, ou qui vont parler de leur grand frère, ou qui vont parler du grand frère d'un de leurs amis, ou un ami qu'ils connaissent qui a été faire les Jeux du Québec, puis qui parle de leurs résultats à TV, même si c'est 1 minute, 2 minutes, mais il y a quand même cette identification-là qui peut être faite comme « Ah oui, je suis en train de suivre le grand frère de Thomas qui est aux Jeux du Québec, puis je regarde les pointages de l'équipe de la Mauricie au bulletin de nous autres, c'était Sport 30 Mag, là, quand j'étais plus jeune. » Mais là, on dirait qu'il n'y a pas cette accessibilité-là, cette visibilité-là du sport amateur, puis du sport amateur local. Fait que, moi, c'est une chose que... Non, c'est très difficile, je trouve. Mais tu sais, même en France, quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément... C'est sûr qu'on remonte il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Mais même en France, on n'avait pas 15 chaînes qui passaient du foot. Non. Il y en avait qu'une seule, et elle passait pas tous les matchs. Moi, quand j'ai commencé le foot à 8, 9 ans, 6, 8 ans, il y avait... de mémoire, une seule émission de foot qui était le dimanche, mais les matchs n'étaient pas retransmis. Hein. Il a fallu, je crois que c'est quand j'avais 12-13 ans, qu'on commençait à voir le plus les matchs de Coupe d'Europe, puis c'était pas si répandu que ça, c'est pas si différent que ça. La chose qui est peut-être plus en France, puis c'est le but aussi qu'on veut faire le podcast, moi ce que je trouve, c'est pour le vulgariser. Il faut que tu les accompagnes, parce que c'est juste regarder, comme tu dis, YouTube, c'est bien et pas bien, c'est parce que
quand on a préparé, c'est l'exemple que je t'avais dit, on peut regarder, moi je pourrais regarder la Formule 1, au bout de 2 ans, je vais te dire, il y a juste des voitures qui tournent en rond. Alors que s'il y a quelqu'un qui t'explique, j'étais tombé sur l'émission, sans doute beaucoup ont dû voir sur Netflix, qu'on fait une émission sur la Formule 1 chaque saison. Et moi, ça m'a passionné parce qu'on rentre dans les paddocks, ils nous expliquent la guerre qu'il y a entre 2 pilotes, la guerre entre constructeurs pour expliquer des pilotes, et puis la course, comment les décortiquer, pourquoi. Donc le foot c'est pareil, si t'as personne qui t'explique, qui te vulgarise ça, puis qui te montre ce qui est sympa, bah oui, tu vas regarder ça, puis tu vas te dire le match c'est que un partout ou 1-0, c'est plate, quoi, il n'y a pas eu tant de buts que ça. Mais alors qu'il se fait passer tellement de choses dans le match qui sont extrêmement intéressantes, mais il faut te l'expliquer. Si tu fais juste de regarder la vidéo YouTube, c'est sûr que tu vas zapper, ou tu vas vouloir regarder ça avec les yeux d'un autre sport. Parce que l'autre sport est plus médiatique. On va parler du hockey. Ici au Québec, vraiment, il y a un paquet d'émissions. Et je ne peux pas en vouloir aux jeunes qui regardent, qui analysent le foot sur le prisme du hockey. C'est 2 sports différents. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais tu peux pas. Il faut qu'on te l'explique. Moi, il y avait une chose qui m'avait marqué quand j'avais commencé à entraîner les plus jeunes. Quand on dans un match où on domine, puis qu'on est vraiment dans le camp adverse, chaque fois, j'ai mis un petit moment à comprendre pourquoi ils faisaient ça, mais les défenseurs, ils s'arrêtent à la ligne médiane, puis ils vont pas plus haut, puis ils font tout pour pas que le ballon repasse dans notre camp. Et souvent, je comprenais pas parce que tu as la maîtrise du ballon, puis moi, avec l'habitude du foot, du soccer, tu vas presser le plus haut, puis tu vas me faire une espèce de ligne qui va presque être au niveau de la surface adverse, puis tu vas garder le ballon là, puis tu vas le faire tourner, puis tu vas marquer des buts, puis tu vas te faire plaisir. Mais non, ils restaient à la ligne médiane. Mais c'est parce qu'ils avaient le réflexe du hockey. Je reste à la ligne bleue pour pas que le balai ressorte, pour pas être hors jeu. Je leur en veux pas de vouloir ça, mais parce que personne ne leur explique. On a beau être entraîneur, leur expliquer mais non, tu peux avancer. Mais pour casser je cherche mes mots, mais L'espèce d'habitude. Ils le faisaient pas mal. C'est parce que même tous les sports qu'ils regardaient à la télé, c'était principalement le hockey. Ça s'arrêtait à la ligne bleue, puis il fallait faire attention de pas. Donc j'ai une ligne au sol, c'est le médiane, je m'arrête à la ligne médiane, puis j'essaie de faire attention que le ballon ne repasse pas dans le sens. Mais pour le foot, ça n'a aucun intérêt. C'est pas comme ça qu'il se vit. C'est pas comme ça. Le hors-jeu, c'est une règle totalement différente aussi. Mais comme on l'aura jamais vraiment expliqué ou jamais montré, même si les entraîneurs l'expliquent, mais je veux dire pour casser ce que tu vois tous les jours, c'est plus difficile que juste avec 1 ou 2 pratiques par jour. Il faut que tu inculques la culture, puis il faut qu'ils voient d'autres matchs, puis il faut qu'il y ait des personnes qui leur expliquent, qui voient, ils disent, regarde, tu vois, ils ne sont pas arrêtés à la ligne médiane. Ils ont fait une espèce d'arc de cercle autour de la surface, puis ça tourne, puis ils cherchent à faire décaler les défenseurs. Le terme qui n'arrête pas de te parler, Romain, les décalages, ainsi de suite. Regarde comment ils le font. Mais si personne ne leur explique, tu es devant YouTube, puis il y a quelques enfants qui vont comprendre comme ça. Mais c'est pas le cas de tout. Moi, je fais pas partie de ceux-là. Je veux dire, c'est une minorité. Et puis, la majorité des gens, tu peux pas, juste en regardant, tout apprendre, tout décoder. Donc, il faut l'expliquer. Puis, c'était une des raisons pour lesquelles moi, je voulais faire le podcast. C'était vraiment pour inculquer. Alors, attention, je ne dis pas que je suis un professionnel du soccer. Puis, on va faire appel à d'autres personnes qui connaissent bien mieux que toi, moi, pour le parti technique. Mais moi, c'est ça que je voulais. Je voulais donner accès aux jeunes et aux moins jeunes, l'accès à cette culture. Oui. Comme j'aimerais bien qu'on fasse le point sur les différentes ligues. Moi, j'aimerais bien mettre en avant la MLS. J'ai dit au départ que je ne la suivais pas plus que ça, mais j'aimerais bien m'y intéresser. Oui. Et puis ça fera une question que tu pourras me répondre. J'ai un truc que je ne comprends pas ici au Québec, au Canada, c'est pourquoi on suit que l'impact que le CF Montréal. Quand tu regardes les médias, ils parlent que du CF Montréal. Je le répète, je ne suis pas contre le CF Montréal, ils ont une très belle équipe, puis je serai le premier à brandir l'écharpe et à les encourager, mais pourquoi on ne parle pas des autres équipes ? Pourquoi je n'ai pas d'émission qui me fait en français, je parle, parce que je suis sûr que si je cherche en anglais, je vais les trouver, mais pourquoi je n'ai pas d'émission en français qui me fait vraiment par semaine un résumé de ce qui s'est passé dans la semaine en MLS ? Voilà, parce que moi c'est ça que j'ai appris. Oui, je suis fan d'une équipe en France, et l'émission de foot que j'écoute, les podcasts, c'est pour la Ligue 1 au complet.
c'est pour la première ligue au complet. Et ça, j'aimerais bien pouvoir l'inculquer. Puis il y a la MLS, mais il y a d'autres ligues qu'on ne parle pas non plus. Au Québec puis au Canada, il y a la CPL, la Canadian Premier League. On a même une première ligue québécoise, la PSQ, qu'on n'entend pas parler du tout. On a du soccer universitaire aussi. Puis c'est un peu comme je vais faire un parallèle avec le hockey, c'est que on est en train de découvrir qu'il y a un calibre très intéressant au niveau universitaire dans le hockey et dans le soccer aussi. Fait que tu sais, je dirais qu'il y a comme un potentiel de contenu de ligue qui est juste pas accessible, qui pourrait être vraiment intéressant à regarder. Puis ça peut être des choses locales. Là, on a des Patriotes à l'UQTR. Ben, d'aller voir des matchs des Patriotes, c'est quelque chose qui est accessible. Puis oui, effectivement, quand on parle de MLS au Québec, ben, on parle du CF Montréal. On parle de Messi aussi, mais bon. Mais ce que j'arrive à comprendre, c'est pourquoi c'est toujours fait que sur le CF Montréal, pourquoi il n'y a pas d'émission qui parle de la Ligue en général. Puis j'avais remarqué que même des fois dans l'autre sport, c'est le même principe, quoi. Enfin, ouais. Ben, je sais qu'on a déjà eu une discussion là-dessus, là, qu'on n'avait pas parti le micro. Parce que il y a quand même une relation historique au Québec avec le sport, entre autres avec le Canadien de Montréal, puis les vedettes qu'il y a eu rattachées au Canadien de Montréal, particulièrement dans les années 40, 50, 60 et 70. Je pense qu'on pourrait faire un podcast complet là-dessus, mais tu sais, c'est l'idée c'est qu'il y a quelque chose, il y a quand même une relation historique là-dedans historique et sociale pour expliquer ça. Mais je pense aussi, de l'autre côté, c'est qu'il y a je pense qu'il y a un intérêt, il y a un besoin envers le soccer, le foot, peu importe. Il y a un besoin qui n'est pas comblé. Il y a un trou. Moi, ce qui me faisait le plus mal dans ce que je disais quand j'ai des enfants, c'est que je trouve que ça les prive de quelque chose. Parce que on va me dire, ouais, t'es chanceux, toi, avec l'équipe de France, elle est à 2 étoiles, machin. Mais tu peux vivre des sensations sans forcément être champion du monde. Et je trouvais ça tellement dommage que les jeunes n'aient pas accès à pouvoir regarder l'équipe nationale, que ce soit l'équipe québécoise ou l'équipe locale, peu importe, mais qui n'aient pas accès à ça pour vibrer, pour... C'est ça qui me faisait le plus mal. Ils sont même fans de soccer, puis on leur enlève une part importante qui est d'être supporter, c'est de vibrer, de le sentir dans des tripes, d'encourager une équipe et d'avoir la chance de temps en temps, ça joue à un but contre toi ou des fois pour toi, ou de sentir cette sensation-là. Moi, je me shoot à ça. Je me suis rendu compte de plus en plus avec l'âge que ce que je recherche, c'est cette adrénaline que tu ressens quand ça devient de plus en plus serré le score, et moi, ça me fait vraiment mal de voir que je pèse mes mots, moi, ça me fait vraiment mal ça, de voir que les jeunes ici, ils n'ont pas accès à ça. Non. Dans ma tête, il n'y a pas besoin d'avoir une équipe qui joue la finale de Coupe du Monde pour vivre ça. Je veux dire, ne serait-ce que juste d'arriver à être qualifié pour la Coupe du Monde. On l'a fait à la dernière. Oui, on l'a fait, mais est-ce que tu as pu regarder les matchs ? Sur quelle chaîne ils étaient diffusés ? Ouais, ça c'est un autre. Mais voilà, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est dommage parce que oui, ils vont suivre sur le téléphone le score en live, mais c'est pas la même chose que de regarder un match avec ses amis et puis de te sentir vibrer quand t'as quelques secondes, puis il faut le marquer le but, puis ça c'est une adrénaline que je raffole de ça. Et je le répète, ça fait 3 fois que je le dis, moi ça me fait mal que les jeunes ne puissent pas avoir accès à ça, parce que je pense que ça fait partie de l'essence du sport. Je sais que ça peut causer d'autres dérives à côté, où tu vas avoir des gens sur les tribunes qui, même avec les U12, se sentent à la Coupe du Monde puis s'emportent. Il y a des dérives comme ça, j'en ai plein de bonne conscience, je sais pas, mais faut pas se priver de ça. Le sport, c'est fait pour vibrer, c'est fait pour vivre des émotions. On le dit que c'est un spectacle, mais un spectacle, quand tu vas voir un spectacle, c'est pour ressentir quelque chose. Quand tu vas voir un film, c'est pour ressentir quelque chose. On a envie de regarder des films niaiseux puis juste pour reposer le cerveau, je dis pas le contraire. Mais en même temps, le sport, c'est d'accepter aussi que c'est comme aller voir quand on va voir un film d'action, puis tu sais, les films de super-héros sont très forts là-dessus, c'est que au final, les héros gagnent toujours. Ouais, mais tu vas chercher aussi la petite mélodrame qui savent te faire monter, puis... Exact. Mais dans le sport, tu vas voir un spectacle, mais ça se peut que l'équipe que tu suives ne gagne pas. Fait que tu sais, il y a ça qui est à gérer dans le sport, puis que moi je trouve exceptionnel, c'est que quand on se lance dans le sport, que ce soit comme joueur ou que ce soit comme spectateur, puis c'est peut-être ça qui est
au fondement de la tension, c'est qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas d'avance. Non, Qu'est-ce qui va se produire? Tu sais, quand on va voir un film, on a toujours... le bien va triompher et compagnie, mais quand on se présente dans le sport, ben l'autre équipe, c'est le bien de quelqu'un d'autre. Exactement. Fait qu'il y a quelque chose il y a quelque chose d'un petit peu plus... je sais pas, moi je comprends ce que tu veux dire par cette tension-là, cette adrénaline-là, où ce que, ben, on l'a vécu ensemble là, quand on était voir la Coupe du Monde, puis écoute, ça a été la Coupe du Monde, la finale Argentine-France, ça a été surtout les dernières minutes avec Mbappé je pense qu'il a compté 3 buts, un après l'autre. C'était extrêmement exceptionnel, puis ça a créé un mouvement d'excitation extrême, puis à un point où ben on ne sait plus c'est qui peut gagner. Les deux équipes peuvent gagner, ça peut survenir à n'importe quel moment. Fait que c'est cet aspect-là, cette tension-là. Puis même après ça, même s'il y a une défaite après, parce que bon, on le sait, ils ont perdu. Là, je pense que la blessure est un petit peu moins récente. Je me souviens des premiers jours, premières semaines. Non, je veux pas en parler, mais même à ça, il y a quand même eu quelque chose qui a été vécu d'intense et de fort, même si ça n'a pas été la victoire. Ça a été quelque chose que je me souviens encore, que tu te souviens encore, puis c'est d'aller faire vivre ça, mais c'est pas obligé d'être la Coupe du Monde. Non, je me suis rendu compte avec le temps, en venant ici justement, que c'est pas obligé d'être la Coupe du Monde. Que juste une qualification à la Coupe du Monde, ou la qualification à la Coupe CONCACAF, excusez-moi, ça peut déjà suffisamment être vibré. Ça peut être le tournoi à Trois-Rivières. Si tu leur as montré, les jeunes, justement, ils ont pu vibrer, voir leur équipe à la télé, ça joue, sentir ça. Quand ils vont au tournoi local, ben, ils ont envie de revivre la même chose. Exact. Même si c'est le tournoi local, on s'entend. Mais quand ils sont sur le terrain, de sentir que ça peut jouer à un but, ben, c'est avoir goûté à ça. Ben, des fois, c'est ce qui te donne l'effort supplémentaire pour pousser la balle, puis justement de remporter la partie. Mais il faut leur montrer ça. Tu sais, quand on va en parler aussi dans d'autres émissions, où des fois on dit, on parlait de notre club à Énergie, des fois ils ont du mal à savoir gagner, aller avoir la niaque pour y aller. On l'a déjà dit suffisamment, mais je pense que si on leur a jamais montré, si on leur a jamais fait vibrer, s'ils n'ont jamais ressenti le côté que c'est cool de ressentir ça, que c'est vraiment cool cette sensation, bah, tu peux pas te surpasser pour dire de courir un peu plus vite que l'adversaire pour marquer le but, et ainsi de suite. Il faut le montrer, il faut le faire vivre. C'est pas juste avec les pratiques puis avec un entraîneur qui te hurle dessus. Moi, en tant qu'entraîneur, c'est pas dans mes habitudes. Non, mais ce que je veux dire, c'est parce que les parents se mettent à hurler dessus, puis ils vont le vibrer. Mais si le jeune, si le joueur, parce qu'on parle des jeunes, mais ça peut être aussi les plus grands, ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais ressenti ça, ils ne pourront pas le vivre sur le terrain puis faire ce qu'il faut pour ressentir ça. Donc, c'est une des raisons du podcast, c'était de ce qu'on va appeler la culture soccer, la culture foot. C'est de la faire partager, de la faire découvrir, puis de la faire partager. Donc on va essayer de rester aussi sur le côté amateur, parce que c'est ce qui fait le Soccer Énergie. Pour l'instant, on est quoi, amateur. Peut-être qu'un jour, on sera en Ligue québécoise et puis Ligue canadienne, on verra bien. Mais Peut-être. on va franchir une marche à la fois. Mais même si on peut déjà mettre en avant le soccer amateur, puis leur faire découvrir ce que c'est que le soccer professionnel, puis vous allez voir qu'il y en a vraiment... pour tous les goûts, pour tout, peu importe où vous venez dans le monde. C'est ça que c'est magique avec ce sport-là, c'est qu'il est vraiment au travers le monde. Un ballon de foot, pour être allé j'ai eu la chance dans mon travail de voyager pas mal, pas juste au Canada ou juste en Europe. Ce ballon rond, vous le retrouvez partout. Vous le jetez dans la rue, puis tout le monde sait comment. Puis, je dis pas que c'est pas forcément besoin d'être le sport numéro 1 dans le pays où vous allez, mais il y a des pays où c'est l'extrême, on en parlera. Il y en a d'autres où c'est plus modéré, mais jeter le ballon, puis tous les enfants, à travers le monde, il n'y en a pas un seul qui va regarder. Peut-être en Inde, où c'est pas trop le sport numéro 1, puis, ou en Chine, mais hormis ces deux pays-là, le reste du monde, quand vous jetez le ballon au sol, les enfants, ils savent ce qu'ils ont à faire avec, puis c'est pas long. Je l'ai vécu, moi c'est plus en Europe que je l'ai remarqué, là, puis j'ai passé quelques mois en Allemagne, et partout, il y a des terrains de soccer partout.
partout. On va dans un parc, il y a un terrain de soccer, puis il y a du monde qui joue, là. C'est pas des terrains vides, là. Puis, tu sais, il y a une espèce de rotation naturelle qui se fait où si on y va plus dans la journée, ça va être des enfants, puis le soir, c'est des adultes. Mais c'est vraiment très, très, très présent. Puis là, on dirait qu'ici, quand il n'y a pas... Quand il n'y a pas nécessairement de club de sport qui organise quelque chose, ben le terrain... Et ça a changé ici au Québec et à Shawinigan surtout, parce qu'on s'en est rendu compte avec mon plus grand, qui maintenant est vraiment grand. Hein. Oui. Au départ, je parlais, il avait 6 ans, maintenant il en a 16. Mais pour la petite anecdote, nous on habite Grand-Mère, près du terrain, ce que tout le monde appelle le terrain 12-12. Je pense que tu dois savoir de quel terrain je parle. Moi, quand j'ai emménagé à Grand-Mère, il n'y avait personne qui venait jouer sur ce terrain-là, hormis moi et mon fils, de temps en temps, qui allions taper quelques balles. Et depuis 2 étés, le soir, tu vois du monde jouer, tu vois des jeunes du quartier qui vont taper le ballon, qui sont 3, 4, 5. Ça commence comme ça, puis on l'a remarqué avec mon plus grand. Tiens, t'as vu, il commence à avoir du monde ça commence à prendre de plus en plus. Puis ça fait plaisir, ça. Parce que ça veut dire que le culture soccer commence à arriver, puis se met doucement en place. Ouais, dans mon quartier, souvent ce qui arrive, c'est que nous autres, on n'a pas de terrain proche de chez nous. Mais je reste dans le centre-ville de Shawinigan, puis ça, là, je vais effleurer un sujet, je pense, qui est commun à nous deux, qui nous plaît beaucoup, c'est à quel point le soccer rassemble de différentes origines. Fait que, mes gars, ils partent avec un ballon de soccer au parc, là, puis c'est pas long qu'ils se ramassent ils sont une douzaine d'amis qui jouent au soccer ensemble. Là. J'ai des buts pliables chez nous, ils partent avec ça, ils se font des mini-matchs, ils s'amusent. Puis souvent, à même le jeu, il va y avoir un jeune de 6 ans qui va côtoyer un jeune de 14 ans. Puis il y a une douzaine de jeunes, puis il faut les 2 mains pour compter le nombre de nationalités qu'il y a. C'est vraiment, moi, je trouve ça merveilleux puis exceptionnel. Là. Fait que, c'est aussi la chance à Shawinigan où il y a un paquet d'étrangers qui arrivent. Oui. La ville est quand même assez dynamique, quoi qu'on en dise. Et donc pour ça fait plaisir. Ouais. Oui, je peux dire, c'est ce ballon rond, tout le monde au travers du monde, tout le monde le reconnaît, quoi. Puis là, pour utiliser un terme du sport, t'es quand même bon dans les transitions, je pense, parce que t'as déjà effleuré le thème du sport amateur puis des clubs. T'es en train de te diriger vers ça graduellement. C'est la deuxième intention qu'on avait, justement, de faire connaître notre club, mais aussi les clubs, le sport amateur. Qu'est-ce que ça fait un club? C'est parce que on a beau dire que ça... Je dis le ballon, on le jette, puis tout le monde... Si tu veux que ça se développe, il faut des clubs, puis il faut des structures. Oui. Tu peux pas juste en jouant dans la rue, tu vas pas faire des champions, tu vas pas faire une bonne équipe nationale. Tu sais, quoi qu'on en dise, Messi, c'est une vedette, ainsi de suite. Il a un talent inégalé, puis qui ne sera pas égalé avant très longtemps. Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'il est parti à 14 ans, puis qu'il n'est pas allé dans n'importe quel club. La Masia, l'équipe de Barcelone, il n'y avait pas beaucoup de papas bénévoles autour de lui à 14 ans. Non. Il n'y avait pas beaucoup de bénévoles tout court. Non. C'était tous des gens bardés de diplômes, très connaissants sur ce sport-là, puis qui l'ont permis à son potentiel, parce que je ne veux pas minimiser le talent qu'il a, mais que ça a permis de le développer, de le faire exploser comme il a. Donc si tu n'as pas ces structures de clubs, et puis tout ce qui va avec derrière les clubs, t'as rien. Ou t'as juste des jeunes qui jouent avec une balle dans la rue, ça s'arrête là. Ça peut être fun, mais c'est pas ça qui va te faire une équipe nationale, puis c'est pas ça qui va te créer l'émotion, comme on disait, puis ainsi de suite, puis le mettre en avant, ce qu'on parlait au départ. Donc oui, une autre raison du podcast, c'est d'expliquer ce que c'est qu'un club. Ça paraît niaiseux comme ça, mais on dit c'est plein de bénévoles, mais ils font quoi ces bénévoles? Puis on va se rendre compte qu'il y en a de moins en moins de bénévoles finalement. Exact. Pas que parce que ça devient plus difficile de trouver le bénévole, mais pas juste ça, c'est parce que c'est en train de se professionnaliser. Moi je suis ravi d'ailleurs de pouvoir vivre ça au Québec, parce qu'en France c'est déjà très structuré, très, très en place. Mais ici, c'est en train de naître, puis je trouve ça magnifique de pouvoir participer à ça, où les clubs sont vraiment en train de ce qu'on appelle se structurer, de se développer, de se professionnaliser. On va en parler, on fera un sujet là-dessus. Tu peux gagner ta vie. Oui, absolument.
absolument. Puis, Comme d'autres sports plus en avant au Québec ou ouais, au ouais, Canada. on peut gagner notre vie On du peut gagner soccer. notre vie. Alors, comme je te disais, on roulera peut-être pas tous les dans Porsche à Shawinigan. Non. Si je me fie à certaines personnes que je connais qui vivent du sport, je dirais peut-être plus en Toyota qu'en Porsche. mais oui, ça se fait. Mais pour les jeunes, c'est déjà aussi des bonnes premières expériences. Quand ils cherchent un job, ben, tu peux travailler sur un bord de terrain. Avec ton sport qui te plaît, ben, il y a moyen de gagner de l'argent pour te payer ce que tu as envie en tant que jeune, puis de rajouter une ligne sur ton CV qui est pas négligeable et qui est une belle ligne sur ton CV. Ouais. Donc ça, c'est une autre raison du podcast qu'on mettra en avant de ce qui se passe dans le club, puis expliquer ce qu'il y a au-dessus du club. Parce que si je vous parle de termes d'ARS, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est. Si je vous parle de l'ARSM, ouais, j'en ai vaguement entendu parler, ça fait un peu de bruit l'été dernier. Pas toujours pour les bonnes raisons, mais... Mais justement, expliquer à quoi ça sert, puis qu'est-ce qu'il y a après au-dessus. Tu sais, parce qu'il y a aussi, quand on prend sa cotisation à un club, ça fait de plus en plus cher, puis c'est de plus en plus difficile pour tout le monde, mais ce que je paye, à quoi ça sert? Il y a une partie qui revient à la RSM, il y a une partie qui revient à Soccer Québec, il y a une partie qui revient à Soccer Canada. Ouais. Puis je pense qu'il faut l'expliquer à quoi elle sert, puis qu'est-ce qu'ils font. Parce que si tu fais qu'écouter les grands médias qui font leur travail, je ne jette pas la pierre, mais on est dans un monde où des fois quand tu regardes juste ça, tu regardes juste le côté négatif. Alors oui, il y a des choses qui ne sont pas toujours faites correctement dans ces institutions, on ne se le cachera pas. Et on pourra faire un podcast là-dessus aussi, mais je sais qu'il y a eu Soccer Canada qui est en difficulté financière présentement, mais ce qui n'a pas beaucoup été parlé dans les médias, c'est que, entre autres, l'équipe masculine a fait la Coupe du Monde pour la première fois en 36 ans, et comble de malheur, c'est l'année où la Coupe du Monde a eu lieu au Qatar. En 2026, ça s'en vient en Amérique du Nord. On s'entend que si le Canada se requalifie pour l'Amérique du Nord, les qualifie d'office. Le coût n'est pas le même. Non, c'est certain. Tu sais, après, on va pas tous débattre là-dessus. On va se retenir parce que je trouve ça un peu surprenant, même juste parce que c'est au Qatar, tu n'as plus d'argent à la fin, ça sent le nombre de licenciés qu'il y a, mais voilà. Parce que le but c'est aussi de parler parce qu'il y a quand même des choses qui sont bien faites par Soccer Canada, par Soccer Québec, ainsi de suite. Il ne faut pas juste rester sur le négatif, il faut parler sur des choses négatives, je ne me gênerai pas, moi c'est dans mon caractère, mais il ne faut pas juste rester avec le gros titre qui fait le buzz. Soccer Canada est en déficit, ouais, ça fait le buzz. Il y a d'autres choses, il y a d'autres gens qui travaillent puis qui sont amoureux de ce sport-là, qui travaillent dedans puis qui cherchent à le développer, puis il faut en parler, il faut expliquer un petit peu tout ça. Mais je pense qu'un des côtés positifs aussi là, qui est amené par tout ça, là, l'exemple, c'est le diplôme que je suis en train de faire, qui va m'outiller comme entraîneur, mais qui va donner aussi, ça aussi une structure puis une technique. Ce que j'aimerais, on en parlera, mais c'est d'expliquer pourquoi des fois... tu vas avoir certains parents qui veulent juste bien faire, puis c'est pas qu'on leur dit non, c'est que maintenant on se structure, puis il faut que tu passes les diplômes. Oui. Et puis toi, ça te prend du temps de faire ça. Ça te prend énormément de temps. Et puis, moi par exemple, à l'heure actuelle, je le fais pas parce que j'ai pas le temps. Pas le temps. Je suis tout aussi amoureux que toi, mais j'ai juste pas le temps, puis c'est correct. Mais il faut savoir l'expliquer aux parents, parce qu'il y en a certains qui vont dire « Ah, mais ils n'ont pas voulu de moi comme bénévole. » C'est pas qu'on veut pas de toi comme bénévole, c'est qu'à l'heure actuelle, maintenant on est imposé, il faut que tu te formes. Et puis c'est pas juste une formation, c'est pas toujours juste une formation de week-end, puis c'est réglé. Toi, la licence C, c'est combien d'heures je dirais qu'au total de formation théorique, j'ai autour d'à peu près, je dirais 70 heures. Puis j'ai à peu près une douzaine, c'est 2 fins de semaine complètes au niveau pratique. Ça commence à faire pas mal. Ça fait pas mal. Puis tu sais, moi, il y a quelque chose il y a un petit bout qui m'a agacé, qui a encore ce préjugé-là. C'est qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, la formation, le soccer, ou peu importe c'est quoi, t'apprends pas juste ça à l'école, ou que ce soit dans des formations. » Oui, je suis 100% d'accord avec ça, mais moi, depuis que j'ai commencé les formations, puis même c'est juste le PNCE, qu'on appelle le Programme national canadien des entraîneurs, qui est le tronc commun de tous les entraîneurs de tous les sports au Canada. Il y a des choses que j'ai apprises là-dedans, que j'ai appliquées sur le terrain. Puis il y a des gens autour de moi qui me l'ont dit, que ce soit des parents ou d'autres entraîneurs qui ont dit « OK,
ça commence à, tu sais, ça transparaît, là, parce que il y a des certaines compétences qui s'acquièrent là-dedans, puis ça se manifeste sur le terrain. Fait que c'est pas juste d'aller faire une formation, c'est d'aller chercher des compétences pour répondre aux besoins de développement des jeunes. Parce que, tu sais, comme on disait tantôt, il y a un besoin qui est en train de s'installer dans le sport, puis on veut y répondre. Puis la chose aussi que on parle du bénéfice de la structure. Oui, bon, la structure, il y a du papier, etc. Bon, on le sait. Mais il y a une structure aussi que, comme là, notre club est reconnu comme étant un club de soccer complet et qui offre un soccer de qualité. Mais pour ça, on a dû répondre à des exigences. Ouais. Et parmi ces exigences-là, il y a l'obligation d'avoir des entraîneurs formés. Oui. Et ça va être la même chose pour la prochaine étape qu'on va passer. Fait que c'est quelque chose qui pousse chacun des clubs à devenir, à offrir un niveau de qualité qui n'était pas nécessairement aussi présent avant. Fait qu'on parle de bénéfices de ça, mais ça, c'en est un. Juste le sport qu'on présente aujourd'hui, puis le sport qu'on présente, moi, quand j'ai commencé à m'impliquer ici à Shawinigan en 2018, c'est le jour et la nuit. Là. Le jour et la nuit, c'est ce qui me fait le plaisir dans tout ce... On va pas trop déborder, mais ce qui me fait le plus plaisir dans ça, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus de ce qui m'était resté, de ce que j'expliquais, ce qui m'était resté à la gorge. C'est pas seulement une activité d'été. Exact. Ça devient un vrai sport Oui. avec lequel tu peux t'amuser, tu peux te faire plaisir, Absolument. puis tu peux performer. Absolument. Tu Absolument. peux vraiment performer, puis tu peux aller loin. Oui. Et ça, il faut la structure, et c'est à ça que ça sert. Et c'est ça qu'on, dans un podcast qu'on espère faire, qu'on essaiera d'expliquer pour que tout le monde puisse comprendre que ça s'articule comme ça, ça sert à ça. Puis il y avait beaucoup de questionnements des parents parce que là, nous, on a adopté cette structure-là, mais là, il y a le terme là, pour les jeunes d'à peu près 9 à 12 ans. Là, on va parler de CDC. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'un CDC? Pourquoi c'est structuré comme ça? Pourquoi... Fait que, tu sais, c'est toutes des déjà, choses... ça veut dire quoi, CDC? CDC, oui, c'est camp de développement communautaire. Voilà. Pourquoi communautaire? Parce que tout le monde s'entraîne en commun. Pourquoi tout le monde s'entraîne en commun? Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir aller peut-être aller creuser un peu plus dans d'autres émissions. Mais il y a des raisons et des motivations à ça qui sont très intéressantes. Mais tu sais, il y a un besoin aussi de comprendre comment qu'on fonctionne et pourquoi on fonctionne de cette façon-là. Puis ça peut aller même jusqu'à la structure d'un entraînement. Parce que quand je coach, moi, oui, il y a différentes écoles de pensée, mais il y a quand même un carcan de base que moi, j'affectionne beaucoup, qui est le fait de se présenter aux jeunes, d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment je peux dire ça, de créer une atmosphère de plaisir aussi là, à travers tout ça. Mais à travers ce plaisir-là, il y a quand même une structure que j'ai acquise, qui est de comment concevoir une... C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Ouais. On se dit, puis moi, des fois, je suis un peu un coach qui a tendance à jouer avec les jeunes dans des ateliers. Puis je pense, là, j'ai eu la chance de coacher aussi avec ton gars, puis je pense qu'il m'a vu aller, puis il a eu du plaisir à travailler avec moi. En tout cas, c'est ce que j'ai senti, puis les jeunes avaient du plaisir à me voir aller, puis j'étais quand même capable d'encadrer les jeunes, mais quand tu vois ton coach devant toi qui a le sourire, qui rit, qui s'amuse, mais c'est agréable pour le jeune aussi, parce que lui aussi, il se dit, ben moi aussi, je peux m'amuser, jouer puis sourire. Puis oui, c'est du développement dans le plaisir. Moi, je trouve ça extrêmement important. Toujours garder le plaisir. C'est ça, mais il y a une préparation à ça, puis il y a une façon de le faire. Puis ça c'est vraiment intéressant. Puis c'est pas, comme tu dis, c'est pas si banal que ça. Là. C'est pas si banal et c'est pas évident. Ouais. Je me suis rendu compte d'accompagner mon plus grand les premières années, quand c'était pas aussi structuré que maintenant, ça passait encore. Je me suis toujours classé comme un papa bénévole, un fan de soccer, mais j'ai bien conscience que justement, il faut passer tes formations, tes diplômes, parce qu'ils, comme tu l'as dit, ils sont de plus en plus demandants aussi, les jeunes. Oui, ils veulent garder du fun, il faut garder le fun, on est tous d'accord là-dessus, mais ils sont demandants. Oui, absolument. Et puis tu peux pas leur raconter n'importe quoi ou ils se rendent compte assez vite si t'es
Si t'es pas là, Si t'es pas là, si tu réponds pas à leurs si besoins. tu réponds pas à leurs besoins, et si tu leur dis, j'ai pas dit des bêtises, mais comment je pourrais dire, ils ont besoin d'un truc sérieux et technique. Ouais. Quand je dis ça, ça veut pas dire qu'ils vont faire des jongs pendant 1h30 ou qu'il faut rentrer dans des grands schémas tactiques à la Pep Guardiola. C'est pas du tout ça, mais il faut qu'ils sentent qu'ils aient quelqu'un qui s'y connaît puis qui sait transmettre. Et puis c'est pas si évident que ça. Non. C'est vraiment pas si évident que ça. Je me suis fait avoir plus d'une fois, moi. Si tu prépares pas bien ta pratique, ben ça va partir tout droit. Puis, Oh, que oui. puis les jeunes, ils auront peut-être eu du fun, mais ils auront appris rien du tout. Puis ils seront pas contents, contrairement à ce qu'on croit. Absolument. Même s'ils se seront amusés, ils auront rigolé avec leurs amis, ils auront niaisé pendant toute la pratique, mais ils ont leur façon de te faire comprendre que non, t'as pas été à la hauteur là. Donc il faut se structurer. Quand on dit il faut se structurer, ben, c'est ça, il faut se former. Quand je dis que c'est pas qu'on veut pas de parents bénévoles, on les veut. Venez, on a toujours besoin de bénévoles, mais soyez pas surpris si il faut d'abord passer par ces formations-là. Et puis ça ne choquera pas si vous dites, je vous disais, j'ai pas le temps de faire les 60 heures comme tu viens d'expliquer. C'est correct. C'est pas tout le monde que... C'est pas tout le monde, c'est correct. Il y a d'autres places. Moi, l'été prochain, je vais juste être animateur, puis ça me va très bien. C'est le temps que j'ai à passer. Et puis, si un jour j'ai pas plus de temps dans les personnes qui se libèrent, je passerai peut-être les diplômes aussi, ainsi de suite. Mais on a besoin de bénévoles, mais il faut que tout le monde comprenne. Puis c'est ça qu'on cherchera à expliquer. Ça se structure. Puis c'est parce que les enfants, les jeunes, quand je dis les enfants, on parle surtout mais même les grands, à 16 ans, ainsi de suite, tu peux plus juste les garder puis leur expliquer 2-3 trucs. Non, ça a faim. Ça a faim et ça veut apprendre. Puis donc pour ça, il faut avoir les formations. Il faut qu'on t'apprenne un petit peu de pédagogie parce que c'est pas évident. Oui. C'est pas évident du tout. Puis je pense qu'on pourra faire juste une émission là-dessus. Puis c'est extrêmement... Il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter sur cet aspect-là. Puis la chose... Oui, on veut attirer des gens aussi. On transmet notre passion, mais on aime ça aussi, attirer des gens. Je voulais surtout pas faire peur. Hein. Non, venez. C'est exactement, là, on veut avoir... Venez au club, n'ayez pas peur. On veut avoir des gens, mais il y a quand même 2 profils de cheminement déjà à la base qui existent, qui est le cheminement d'entraîneur un peu plus professionnel, qui là, ça passe par les diplômes. Puis il y a le cheminement qui est plus l'entraîneur amateur communautaire. Qui est très intéressant, mais qui permet de répondre à un niveau de besoin différent, mais qui outille quand même assez bien à se structurer sur le terrain. Fait qu'il y a moyen, sans s'embarquer dans un diplôme C qui va demander des dizaines, pratiquement une centaine d'heures au total. On n'est pas obligé de s'embarquer là-dedans. Il peut y avoir des formations... Je sais entre autres que je pense au S3, par exemple, qui est une formation communautaire pour des jeunes pour entraîner des jeunes de 9 à 12 ans. On parle plus d'une demi-journée, puis 3 heures de formation en ligne. Là. Fait qu'on peut peut-être parler d'un 5 à 6 heures de formation totale, mais c'est quelque chose qui est intéressant à avoir dans son coffre outil. Puis après ça, on se présente sur le terrain, puis on a déjà des choses en fait, je voulais surtout pas faire peur, puis il reste quand même le parent bénévole. Venez. Mais le S3 ou le S7, moi quand je l'ai passé à l'époque, parce que les clubs n'étaient pas structurés, c'était la seule chose que tu avais, puis on te laissait un sac avec des ballons, puis tout seul avec une équipe. Oui. À l'heure actuelle, maintenant, en se structurant, c'est fini cette époque-là. Puis c'est pas plus mal que ça soit fini. Non pas qu'il y ait eu des dérives ou quoi que ce soit, hein, mais avec un S3, un S7, vous allez vous occuper... On déborde pas mal finalement, mais... On essaie de se garder, mais ça déborde quand même, mais on se connaissait. On se doutait que ça allait déborder un petit peu. Vous serez encadré. Ce que tu fais les licenciés, justement, c'est ce qui permet d'encadrer des animateurs qui ont juste les 3 les 7. Donc, en tant que parent bénévole, c'est extrêmement rassurant, finalement, de pouvoir se dire que tout ce que je dis de monter une pratique, c'est compliqué, c'est difficile. Le S3 et les 7, quelque part, il n'a pas à le faire. Non. C'est le responsable de plateau, celui qui va passer des licenciés, puis il va vous donner ce qu'il y a à faire, les points clés qu'il faut apprendre, qu'il faut transmettre. Oui. Et ça, je parle en connaissance de coach, c'est extrêmement rassurant. Oui, c'est rassurant, puis ça aide à évoluer, à se développer aussi, parce qu'on parle du développement des jeunes, mais c'est aussi un plaisir en tant que parent ou coach de se développer là-dedans. Puis moi, j'en ai plusieurs des coachs que j'ai recrutés à travers les années qui sont encore avec nous au club. Puis souvent, le message qu'ils viennent nous voir, c'est on a du plaisir, on revient. Puis on a plus
on devient un meilleur entraîneur ou une meilleure entraîneur. Puis c'est quelque chose de motivant là, d'être capable de progresser. Mais justement, parce que je trouvais le fait que ce soit plus l'animateur qui fasse la pratique, moi, ce que je trouvais agréable pour moi, c'est que je pouvais me concentrer juste sur transmettre le fun. Ouais. C'est parce que quand tu t'occupes d'un groupe de 10 enfants ou 10 jeunes, tu essaies de rester dans ta pratique dès les points, que tu l'as monté, puis qu'il faut les points qu'il faut transmettre ensuite. C'est facile de vite perdre le côté fun, puis de devenir plus scolaire, dans le mauvais sens du terme, parce que je ne veux pas dire que l'école n'est pas bien, mais d'être juste scolaire. Puis plus rigide. Plus rigide, merci, plus rigide, puis du coup, c'est plus difficile. C'est plus difficile même pour les joueurs. Donc, le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait monté la pratique, puis qui t'ait donné les points clés, puis que tu as juste à transmettre ça, puis te concentrer sur le fun et que ça roule, c'est vachement plus agréable. C'est plus reposant, puis après, ça permet aussi de découvrir, puis je pense, on va continuer sur notre ordre du jour, c'est que ça va permettre de se développer. Puis comme on disait, quand on disait qu'on pouvait faire de l'argent, c'est aussi un des autres points qu'on veut mettre en avant, c'est les jeunes qu'on va développer au niveau des athlètes, mais qui vont devenir des entraîneurs, qui vont pouvoir se professionnaliser là-dedans. Puis ça, on veut le montrer, le chemin. Comme on veut montrer aussi, parce que certains ne le savent pas, mais il y a quelques membres d'énergie qui performent au haut niveau au Québec. Oui. On a quelques noms en tête, on va pas les dévoiler tout de suite. Non, on garde des surprises. On garde des surprises. Mais on espère bien les faire venir là devant le micro, puis vous les montrer, pour montrer qu'aussi, parce que ça c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, c'est qu'à Shawinigan on peut réussir. Moi quand je suis arrivé à Shawinigan, moi c'est quelque chose qui m'avait surpris, qui m'avait choqué. Si on me permet de plus une dérive près une dérive près, effectivement. Quand j'étais arrivé, quand entraîné la première fois avec les jeunes, j'avais première pratique, les ballons, ils tapent dans le ballon et puis ils tapent avec le pointu. Tu vois où je veux en venir? Pour ceux qui ne savent pas, taper avec le pointu, c'est avec le bout du pied. C'est pas le plus joli botté, non, on tire avec le lacet. C'est comme ça qu'on frappe dans un ballon, mais il bottait. Puis là, quand vous tapez avec le point du pied, le ballon il part n'importe où. C'est sûr, c'est ce qu'on appelle un botté raté. Puis là, je vois entendre les jeunes qui me disent « Ah, il a fait un botté à la Shawi ». Moi, ça faisait 1 an que j'étais au Québec. Donc je demande aux jeunes « T'as dit quoi là ?»« Un botté à la Shawi ». Parce qu'il a tiré tout de travers. « Ouais, c'est un botté à la Shawi ». Ça m'avait tellement choqué. J'avais réuni, ils étaient une dizaine, tous les jeunes que j'avais. J'ai fait arrêter tous les ballons, j'ai dit « Vous rapprochez ». Je leur ai fait réexpliquer. Et là, j'avais pris un regard sérieux, puis j'avais dit « Je veux plus jamais entendre ça ». C'était les yeux, qu'est-ce qu'on a dit de mal, Non. Vous êtes en train de me dire, parce que vous ratez un botté, c'est comme un botté à la Shawi, c'est ceux de Shawinigan qui tirent mal. Alors, ils ne savaient plus quoi me répondre. Moi, ça m'avait choqué. Je dis, non, vous ne pouvez pas dire ça. De Shawinigan, non, je ne veux plus jamais entendre cette expression-là. Plus jamais. Je me rappelle parce qu'ils avaient fait des gros yeux, puis ils avaient l'impression que ça te fait gronder. Mais moi, ça m'avait choqué parce que c'est ton club, c'est tes couleurs. Tu peux pas dire de mal là-dessus. Alors, je sais qu'on n'est pas, comme j'ai dit, on n'est pas les plus grands clubs du Québec, on n'est pas au sommet du soccer au Canada. Oh, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais moi, ça m'avait choqué. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi vraiment arriver à casser. Puis je sais que Romain est comme ça, puis toi aussi, tu es d'accord avec moi là-dessus. À Shawinigan, on peut réussir. Absolument. On peut réussir. Puis on va réussir. Et ça, c'est quelque chose que je veux montrer. Il y en a qui ont réussi, qui sont allés très loin, qui continuent à aller loin, qu'on se doute. Je suis sûr que la majorité ne connaissent pas, et on veut les mettre en avant avec ce podcast-là et montrer qu'il y a des modèles ici à Shawinigan. Absolument. Là, tu viens de faire encore une belle transition. Ouais. Vraiment sur le jeu, je vais te confier les transitions, ça c'est clair, ça se passe très bien. Notre troisième grosse motivation du pourquoi, c'est de justement donner une place aux jeunes, donner une place aux joueurs pour amener des modèles, pour donner des modèles inspirants auxquels les jeunes vont pouvoir s'identifier, puis aussi de leur donner un sentiment d'appartenance, puis de leur donner moyen de s'impliquer et de se mettre en avant. Fait que c'est vraiment... Moi, je veux qu'ils portent les couleurs du club. Absolument. Partout. Exact. Même à la cour d'école, dans l'école, moi, ça me fait plaisir quand je vois quelqu'un porte le chandail de Cœur Énergie à l'école. Ça me plaît, moi. Moi, dans mon quartier, il y a un entraîneur qui l'été fait de la course à pied.
Puis il faisait sa course avec son chandail d'entraîneur du club. Moi, j'étais comme, petite fierté. Ouais. Puis je vois des jeunes qui vont à l'école, ils mettent leur chandail du club. Donc, ça a commencé déjà, mais il faut que les jeunes s'approprient leur club, qu'ils aient le goût de venir, qu'ils aient le goût de l'encourager, qu'ils aient le goût de s'identifier à ça. Après, j'aimerais aussi faire naître aussi des petites... Alors, je vais rester gentil, mais des petites rivalités. Il y en a déjà. Ouais, mais justement, je voudrais que les jeunes se mettent un point d'honneur à aller battre. Bon, Carmel. Je l'ai pas dit. Ça reste quand même le but de ce sport. On sait qu'il n'y a pas de classement ainsi de suite, mais il faut encourager cette saine rivalité. Oui, absolument. Et ça, il faut être fier de porter ses couleurs, puis avoir envie de montrer qu'on est un peu meilleur que le voisin. Puis... Puis, je me souviens, on a recommencé à faire des tournois après la pandémie, là, il y a 2 ans. Je me souviens d'être allé à un tournoi, il y avait, je pense que c'était des gens d'un club de la Rive-Sud, je ne le nommerai pas pour ne pas me tromper, là, mais il y avait un parent qui avait amené son tambour. Puis il y avait une banderole, tambour et tout. Et moi, ma première réaction, pour avoir déjà été en contact un peu plus avec la culture soccer, moi j'étais comme, c'est formidable. Mais la réaction spontanée des parents que j'avais autour de moi, c'était, ils en mettent un petit peu trop. Non. Si tu me permets, je vais rebondir là-dessus parce que là, je vais envoyer un message aux parents qui nous écoutent ou qui nous écouteront. Là, je vais transmettre les mots de mon plus grand, de mon fils. Il s'est déjà plaint plus d'une fois que les parents à Shawinigan, c'était un peu mou. Mais c'est pas juste à Shawinigan, en fait. On dirait que c'est on n'est pas habitué à cette culture-là. Puis, tu sais, je l'ai vécu. J'ai amené beaucoup des amis de mes gars que c'était la première fois. Des fois, on va au CF Montréal, puis je leur dis, vous pouvez amener un ami chacun, parce que ça fait beaucoup de monde. Mais, puis il y a des gens que j'ai amenés que c'était la première fois qui venaient voir du soccer dans un stade. Et nous, on prend souvent la section famille parce que c'est moins cher, tout simplement. Puis il y a un prix moins cher pour les billets enfants, fait que ça permet d'amener plus de monde. Mais on se retrouve à être à peu près 2 sections du groupe 1642, qui sont un groupe de supporters qui, je pense, là, il y a eu un changement des dernières années, je n'embarquerai pas là-dedans, mais la 1642 a toujours été un groupe assez ouvert, assez beaucoup dans le plaisir, pas dans l'arrogance, pas dans la violence, rien de tout ça. Ça a toujours été un groupe qui était dans le divertissement, dans le plaisir. Et moi, j'ai averti les gars, j'ai dit là, quand le match va commencer, là, le tambour, il décolle, puis il arrête quand le match est fini. Voyons. Oui, ça a été... Il y a 45 minutes, c'est 2 fois 45 minutes de chant, de tambour, de trompette parfois, de cloche, bon, il y a des fumigènes aussi, mais tu sais, il n'y a rien d'extrême ou de dangereux quand même qui est fait, mais c'est... De mon point de vue, ils sont très sages, ceux de Montréal. Hein? Oui, ils sont très sages, mais justement, ils sont très sages, mais... Quand on connaît un peu plus la culture du soccer, moi, j'ai pogné des vidéos ces temps-ci, là, le AC Milan en Italie, qui ont leur chanson culte, là, Sarà Perché Ti Amo. Puis là, t'as un stade au complet de 80 000 personnes qui chantent la même chanson. Ils partent la chanson, puis là, ils coupent le son, puis t'entends tout le stade qui chante. Ben, on est dans quelque chose de festif. Oui, il y a les débordements qui viennent avec, mais généralement, c'est beaucoup plus dans le festif. Puis on dirait qu'ici, on est... Je sais pas, on est moins décomplexé sur le fait de, gars, on va aller jouer du tambour puis chanter des chansons pendant 1h30 de temps pendant qu'on regarde notre match. Là. Mais il y a ça dans le soccer que ça serait le fun qu'on amène. J'espère qu'on va amener ça avec notre petit podcast. Oui. Puis là, je me suis donné un défi, là, puis là, je le dirai pas trop fort parce que si je le fais pas, je vais me faire avoir. Mais si je le dis, ça va me pousser à le faire. Là. Moi, je joue de la trompette. Puis là, quand j'ai dit à mes gars que je pouvais jouer le Carnaval de Paris, qui est une chanson de la Coupe du Monde à Paris, je pense que c'est en 2002. C'est possible. 2002. Le coup de boule de Zidane. je sens la foi du souvenir. Si tu parles juste parenthèse, c'est un souvenir moins douloureux, le coup de boule de Zidane, que si tu veux la défaite du dernier mondial. Juste parce que on fait juste un aparté, je vous dis juste pourquoi, parce qu'effectivement on a perdu cette finale et puis à
cause de ça, parce que pour la petite info, d'un coup de boule, il s'est fait expulser. Il peut se retrouver à 10, puis même un taux du match a changé de sens, puis les Italiens nous ont battus. Mais pour ceux qui ne connaissent pas cette finale-là, oui, il a donné un coup de boule, mais ça a été un match exceptionnel de la part de Zidane. Je veux dire, il a perdu son calme, qu'on ne devrait pas faire, puis ça a un geste, il s'est excusé, ainsi de suite. Mais il y a 45 minutes avant, il va mettre un penalty en faisant une panenka. Pour ceux qui ne savent pas, le panenka, c'est juste on arrive, on donne un petit coup sous le ballon pour le faire un lob, et puis qui vient mourir tranquillement. Donc, si moi je le fais, c'est vrai qu'il va être tout mou, puis tout le monde va pouvoir l'attraper. Zidane, il le fait, ça va quand même assez vite, mais ça reste un geste très, très difficile et très, surtout, je vais pas dire prétentieux, mais en face de lui, il y avait à cette époque-là le Buffon, qui était le meilleur gardien du monde. C'était le numéro 1. Et je me dis qu'une personne comme ça, qui est en finale de Coupe du Monde, il a un penalty qui fait un geste audacieux. Il fait un geste plus qu'audacieux, puis surtout, il faut avoir... j'essaie de chercher un mot poli, mais il faut être très courageux ou ne pas savoir subir la pression ou savoir la mettre de côté pour être capable de faire un tel geste à une finale de Coupe du Monde. Parce que n'importe qui aurait mis un tir le plus fort possible, il faut que ça rentre, surtout il faut que ça rentre, puis je ne me pose pas de questions. Non, lui, comme il connaissait le gardien, puis le gardien le connaissait, il est allé chercher ce geste-là en disant « je vais le surprendre », mais il faut savoir résister à la pression pour faire ça. Donc si tu veux, ça me fait moins mal le coup de boule, parce que je me dis, j'ai vu Zidane au sommet de son art, et puis il a été exceptionnel sur le penalty, puis il a été très humain sur le coup de boule. Et d'avoir eu la chance de voir ça, on en revient toujours à la même chose. Moi, c'est l'émotion que j'ai cherché, puis d'avoir eu la chance de voir ça. Donc c'est pour ça que ça me fait moins mal cette finale-là, parce que voilà, j'ai vu Zidane qui, oui, il a donné un coup de boule, il a perdu son sang-froid, puis c'est pas bien, mais je l'ai vu avant. Waouh! Personne n'est capable. Enfin, je veux dire, faut avoir une maîtrise de ses émotions pour être capable de faire ce geste-là à une finale de Coupe du Monde. Ouais, chapeau, ça reste. Voilà. Mais c'est cette émotion-là qu'on veut donner, qu'on veut transmettre aux jeunes. Parce qu'elle fait partie de ce sport-là. Elle fait partie du sport, mais j'ai l'impression aussi que ça passe par leur donner de la place. On veut donner la place à ces jeunes-là, leur donner des... Parce que récemment, ils ont parlé là, justement de la popularité de certains streamers ou influenceurs, ou peu importe comment on va les appeler, surtout auprès des garçons dans les écoles secondaires. Je n'ai pas envie de le nommer parce que c'est pas quelqu'un de très positif, mais d'un côté, comment je pourrais dire ça? On dénonce ça, puis c'est correct, mais il faut leur offrir aussi d'autres modèles en contrepartie. Puis j'ai l'impression qu'une partie des modèles qu'on peut leur donner, c'est d'autres jeunes. Tu sais, c'est pas obligé d'être quelqu'un qui est une superstar ou qui est c'est pas obligé d'être Mbappé, là. Ça peut être... Faut pas garder que justement que les stars comme Mbappé, parce que ça reste quand même assez loin et assez difficile d'accès pour un jeune de Shawinigan. Il est plaisir de porter moi, ça me fait mal au cœur de le voir porter des chandails du PSG, mais c'est une autre histoire. Mais... Oui, mais tu sais, ça peut être un jeune aussi qui va parler parce qu'on va inviter des jeunes, ça c'est sûr et certain, mais ça peut être un jeune qui vient parler qui joue présentement en sport-études ou qui joue 2A, 3A ou qui a déjà fait les Jeux du Québec, qui vient parler de son expérience, puis là, il y en a qui ont des expériences vraiment, vraiment intéressantes à partager. Puis là, après ça, ce jeune-là, tu t'en vas à ta pratique le mardi soir, à ton CDC, puis là, tu vois ce jeune-là, c'est lui qui t'entraîne. Et là, c'est quelque chose de proximité, de réel. C'est pas juste un sportif que tu vois dans des vidéos sur les réseaux sociaux qui joue pour le PSG puis qu'il y a une grosse voiture. Non, c'est plus ça. C'est un jeune que tu vas côtoyer sur le terrain après. Ouais. C'est des gens qui ont un parcours qui est inspirant. Il faut qu'on les mette en avant. Absolument. Il faut leur donner cette place-là. C'est ça qui fait rêver aussi. Le jeune de 12 ans, il ne rêve pas, comme tu viens de dire, il ne rêve pas que sur la grosse superstar. De voir un qui a réussi, qui est au sport-études, comme il dit, je peux y aller moi aussi au sport-études. Puis je le vois, puis il m'a expliqué, puis ça fait des modèles. Il faut qu'on encourage ces modèles, puis il n'y a pas que des superstars comme modèles. Il faut des trucs plus proches. Donc ça, on va le mettre en avant aussi. Oui, absolument. Ça fait une sacrée liste. Vous avez compris qu'on allait faire beaucoup de podcasts. on a plein d'idées. On essaie
d'entretenir juste un thème par podcast, là, mais j'espère que les gens vont apprécier parce que c'est pas la première fois c'est pas le seul sujet qu'on a. Nous, en tout cas, je pense qu'on va avoir du fun. Non, j'en ai déjà. J'en ai déjà. Écoute, il nous reste un dernier point, puis je pense que ça, c'est essentiel dans ce qu'on veut faire. C'est l'aspect technique du jeu. Ça va être la partie peut-être la plus difficile à présenter. Il va falloir nous laisser peut-être indulgents sur les moyens techniques parce qu'on va progresser tout doucement. Oui, hein. absolument. On s'enregistre, il y a la vidéo, on verra. Mais effectivement, un autre point qu'on veut montrer, c'est la partie technique. Oui. Donc ça, c'est pas forcément nous qui mettrons le plus en avant, mais il y aura quelqu'un d'autre qui viendra nous aider. Mais d'expliquer, parce que quand on fait une pratique, les jeunes, puis on a tous fait, le coach il nous dit il faut faire ci, il faut le ballon, tu passes entre les cônes, tu dribbles, tu fais une passe à ton copain, il te la redonne. Quand tu cours en même temps, puis tu n'arrives pas forcément à comprendre ce qu'il veut vraiment, le message qu'il veut te faire passer. Puis je me remets dans la casquette du coach, je dis les jeunes ils comprennent rien de ce que je leur dis, c'est pas possible. Oui. Mais justement, de pouvoir, on veut servir du podcast et puis tous les moyens modernes qu'on a avec YouTube et compagnie pour prendre un petit peu de recul et un peu de hauteur, pour pouvoir venir vous les expliquer. C'est-à-dire que notre directeur team, on va le nommer, Romain, il viendra ou André, expliquer quelques pratiques qu'on a fait. Ces exercices, je les fais là. Puis je pense que certains jeunes, vous avez déjà vu, on en retrouve beaucoup sur Internet des exercices sur Instagram, sur YouTube, tu as dû en voir. Puis des fois, juste de voir la hauteur, puis de voir les jeunes tourner, tu comprends mieux ce que tu veux. Puis d'un coup, tu te dis, ah, mais ça ressemble à ce que je viens de voir à l'AC Milan, comme ils jouaient, ainsi de suite. C'est ça qu'ils essaient de nous faire produire. Et c'est plus facile. Donc ça, c'est un autre aspect du podcast qu'on veut mettre en avant, c'est pouvoir expliquer, vulgariser, c'est ça qu'on a dit, l'aspect technique. L'aspect, alors on ne s'embarquera pas dans on va dire progressivement, mais on va pas piquer les idées à Pep Guardiola, on ne sera pas à son niveau. Non. Non, mais tu sais, l'autre aspect aussi, là, tu l'as effleuré un peu, c'est il y a l'aspect expliquer les pratiques, les gestes techniques qu'on peut poser, puis comment les développer. Mais il y a peut-être la partie aussi de voir des matchs, puis d'expliquer des jeux qu'on peut voir dans d'autres matchs, que ce soit des extraits de ligue. Et moi, j'ai en tête, c'est une émission très connue là, au niveau du hockey, là, c'est l'antichambre à RDS, où à la fin de chaque match, c'est 1 heure de temps, tu as 4-5 spécialistes de hockey qui discutent, qui regardent des extraits durant le jeu, puis qui expliquent qu'est-ce qui s'est passé durant le match, puis d'avoir un peu la même chose, de répondre à ce besoin-là, mais pour le soccer, d'aller chercher des matchs, d'expliquer. Puis des fois, il faut faire attention parce que on voit une vidéo sur les réseaux sociaux ou sur peu importe. Puis là, on va voir les dernières secondes, puis là, on voit le bout qui est un petit peu plus intense. On voit, là, j'ai Mbappé encore en tête. On voit Mbappé qui sort tout seul, qui rentre un but, qui score le ballon, puis qui met une belle petite corniche. Puis là, on se dit, waouh, c'est super de beau but. Mais comment il a fait c'est pas juste lui qui a fait le jeu tout seul. Il y a quelque chose qui s'est fait avant pour qu'il y ait cette opportunité-là. Ce sera très dur de l'expliquer parce que je sais qu'on vit dans un monde où les highlights, comme on dit en anglais, je sais pas si ça se traduit même en français, je suis même pas sûr. Les faits saillants. Les faits saillants, c'est ce qu'on veut utiliser souvent. Sont tout le temps mis en avant, puis ça c'est, on va encore dériver, mais c'est un aspect qui me dérange dans le soccer moderne, c'est qu'il devient de plus en plus individualiste. Donc on met les Mbappé, Ronaldo, Messi en avant, les ballons d'or et compagnie. Mais ça cache, ce que tu viens d'expliquer un petit peu, c'est tout le travail qui est fait par l'équipe pour permettre à Mbappé de faire cette action qui va rester sur YouTube. Mais tout ce qui s'est passé en amont, tout ce que les autres ont dû faire pour créer le décalage, pour créer l'ouverture. Je ne dis pas qu'Mbappé fait rien, il en fait aussi, je veux dire, c'est un génie aussi. Mais il y a un gros travail pour amener le ballon. Et ça, c'est pas assez mis en avant. Mais en général, dans toutes les émissions, quand tu regardes sur YouTube, faut chercher pour trouver cet aspect-là qui soit bien expliqué, bien vulgarisé, parce que ça reste un truc extrêmement important. Si tu le mets pas assez en avant, tu te retrouves avec des jeunes qui, et je leur en veux pas, qui prennent le ballon, qui vont dribbler toute l'équipe, puis qui vont y aller tout seuls, mais c'est pas ça le soccer, c'est pas ça. J'en ai même vu au départ quand je commençais,
qui était capable de dribbler toute l'équipe, mais qui ne savait pas quoi faire avec le ballon. Il y a un tempo auquel moment tu dois le lâcher. Romain, il le répète assez souvent, on lâche la balle, enfin, pas, comme il dit, l'appel L'appel de balle? Non, il va m'en vouloir. Ça va me revenir et il me tirera les oreilles samedi parce que je me suis pas rappelé de sa phrase. Ça va être la coquille qu'on va laisser pour Romain pour voir s'il va l'écouter au complet. Exactement. L'appel, la passe. Merci. Ça m'est L'appel, revenu. la passe. Voilà. Mais ça, il faut le montrer justement. Oui. Tout ce que tu fais sans le ballon, c'est pas parce que tu n'as pas le ballon dans les pieds que tu n'es pas utile à l'équipe. Puis, donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, de montrer. Oui. Ça va être un sacré challenge. Oui, c'est un vrai challenge, mais on le voit aussi dans le développement des jeunes, dans le sens que on travaille en U7, U8, on commence à faire un peu plus de matchs. Puis souvent, là, il y a des jeunes qui ont peut-être un sens du jeu un peu plus naturel ou des compétences athlétiques un peu plus naturelles. Puis là, on peut voir à ce stade-là aisément un jeune qui récupère le ballon en zone défensive, monte, s'en va marquer, puis c'est fini. Mais aussitôt qu'on arrive à un niveau plus haut, là, U9, U10, bien là, la dimension du terrain augmente. Puis là, il y a des tactiques qui commencent à se mettre en place. Et ce genre de fonctionnement-là, mais ce genre de fonctionnement, ça marche peu. Le terrain beaucoup. Puis là, plus on avance, plus le terrain grossit. Puis à un moment donné, on réalise que ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Puis c'est pas pour rien qu'il y a 11 joueurs par équipe sur un terrain de soccer. C'est grand. Puis l'autre équipe combat aussi, elle aussi, pour marquer des buts. Fait que tu sais, c'est quelque chose oui, c'est difficile à expliquer, mais c'est aussi quelque chose que les jeunes vivent dans leur développement. Où ce que, le jeune qui est bon en U7, U8, parce qu'il court vite, puis il y a des compétences athlétiques un peu plus innées, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être le meilleur rendu sur un plus grand terrain, parce qu'il y en a qui, même s'ils sont au départ semblent un peu plus effacés, qui ont un sens du jeu qui se développe un petit peu plus. Puis eux autres vont être capables de justement déterminer à quel moment faire une passe et pourquoi je ferai une passe à ce moment-là et à qui. Ou qui est capable un peu plus de suivre un plan de jeu. Puis juste le fait qu'ils suivent le plan de jeu, ils participent plus activement au but, ou que ce soit lui qui mette le but finalement aussi. Mais je pense qu'on doit en parler. Puis tu sais, des fois, on écoute l'antichambre, puis là, il explique un paquet d'affaires. Puis tu sais, j'ai l'image il y a un des intervenants là, qui fait souvent ça. Là, il y a une télévision interactive, puis il explique le jeu, puis tout. Quelqu'un qui écoute ça la première fois, il comprend rien. Non. Mais à force ça en revient à ce qu'on a expliqué au départ. C'est ça, d'essayer de vulgariser ce qu'on explique au départ. C'est parce que si tu regardes juste les highlights que tu vas tout comprendre. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te l'explique, puis pour que tu prennes du plaisir, puis pour que la tête se développe. Oui. C'est ce qu'on va essayer d'apporter. Oui, c'est ça. Puis tu sais, une façon, tu disais, c'est dommage, on se centre plus sur un joueur, on individualise, on explique moins. Mais une façon de tenter de combattre ça, c'est nous autres à apporter... Ce que je veux dire, parce que je sais que c'est la dérive actuelle au soccer, c'est que ça devient de plus en plus individuel, dans le sens où on met en avant beaucoup plus un joueur. Ça devient des superstars. Moi, je suis vraiment pas un fan du Ballon d'Or. J'aimais bien avant. Ce qu'il est devenu maintenant, je suis vraiment plus fan du tout, puis je le suis vraiment. On questionne sur celui de cette année. Ouais, non, mais voilà. Je dis pas qu'il était pas bon, mais c'est peut-être pas sa meilleure année, mettons. Ouais, mais c'est plus la façon comme il est élu, puis c'est parce que c'est vraiment mettre en avant un seul joueur et oublier toute l'équipe. Et moi, ce qui me fait capoter dans le soccer, c'est de s'imaginer, c'est de se dire, c'est 11 joueurs, puis qui vont avoir, entre guillemets, la même pensée ou le même but, puis qui vont, sans forcément se parler, parce que quand tu vas au très haut niveau, tu as l'impression qu'ils ne se parlent pas sur le terrain, mais c'est juste en se regardant. En fait, c'est extrêmement compliqué d'arriver à ce niveau-là, même quand vous jouez le week-end avec vos amis, pour arriver à se comprendre, à jouer dans le même sens. Enfilez les crampons, puis vous verrez que c'est quand même pas si évident que ça. Et ça fait l'essence de ce sport-là. C'est pas juste celui qui marque. Moi, c'est ce qui me fait capoter, c'est de me dire, on est une bande de copains qui s'entendent tellement bien qu'on est capable de faire circuler le ballon mieux que les autres adverses, puis de le mettre au fond. Mais de le faire circuler mieux. Mais pour le faire circuler mieux, il faut vraiment super bien s'entendre. Moi, c'est ça qui me fait capoter dans le soccer. J'ai toujours été un gars d'équipe, même dans la vie professionnelle.
Moi, je peux pas travailler tout seul à la maison, j'y arrive pas. Mais je pense que ça fait partie de ce qu'on veut C'est la raison transmettre comme passion. là. du podcast, tu vois, c'est ça. Moi, on veut le transmettre. C'est pas pour le faire tout seul devant le micro, devant la caméra. C'est vraiment pour vous le partager et puis vous faire adhérer. Vous le partagez. Vous espérez que vous vibriez autant que nous, Puis, de toute façon, on ne restera pas devant le micro seul si longtemps que ça. Non, je pense pas. Non, je pense qu'on On va a inviter tellement beaucoup d'idées de de gens. sujets, puis que... Ouais. Il va juste falloir... Et puis, je sais qu'on n'avait pas marqué, mais il y a aussi un autre truc qu'on va essayer de mettre en place, mais ça va être un petit peu plus long, mais c'est pour leur mettre la pression. C'est parce qu'on aimerait bien aussi retransmettre certains matchs Oui, de nos équipes à nous. absolument. Donc, je pense déjà à certains seniors ou autres. Oui. Il y a certaines équipes, on sait cette année que... là, on va commencer tout de suite à parler de nos équipes. Je sais que je veux pas me commettre trop, mais je pense qu'il va y avoir une équipe U18 masculin qui va être à surveiller de notre côté. Ouais. Petit scoop sur lequel je m'avancerai pas trop pour la première fois depuis plusieurs années. Il va y avoir une équipe qui va être présentée en LDIR, en 2A, du côté du club de Shawinigan. J'en dirai pas plus. On va pas tout dire tout de suite. Mais voilà, fait qu'il y a des belles choses qui s'en viennent cette année pour notre club. Puis je pense que ça va être intéressant. Moi, j'ai encore le fantasme ou l'idée d'amener des gens à venir voir les matchs du club. Là, on va y arriver. Puis de justement avoir... on revient un peu à ce qu'on disait là, sur mettre des exemples en avant. Ben, tu sais, d'avoir un entraîneur qui vient sur ton terrain puis aller voir un match le vendredi soir aux chutes. Puis sur le terrain, ben, c'est tes coachs que tu vas jouer, tes entraîneurs juvéniles que tu vas jouer. C'est comme ça que dans les pays, quand on lit les pays de soccer ou de foot, Oui. Les gens vont pas voir que les équipes en Italie, ils font pas juste de regarder la Serie A ou en Angleterre. Pour ceux qui connaissent un petit peu, en Angleterre, vous verriez le nombre de clubs qui existent. Il y a la Première Ligue, je sais, qui est le plus grand championnat, puis qui est le plus médiatique, puis c'est le top du top, je dis pas le contraire, mais dans toutes les villes en Angleterre, il y a des clubs, et puis les stades sont pleins, jusqu'à la 4e division, 5e division, c'est plein. Et c'est pas... Alors, c'est pas des grands stades, je dis pas le contraire, mais on parle des stades de 5, 10 000 places, 15 000 places. On est en division 5, 6, puis c'est plein à bord. Et puis c'est tous les gens, le samedi ou le dimanche, quand c'est le jour, ils y sont. Ils ont leurs abonnements. Ils font pas que suivre la Première Ligue. Non. Donc, et puis il y a de l'intérêt. Ça, c'est aussi un point que j'avais découvert en venant au Québec, où je me suis intéressé à tous les autres championnats. Je sais que quand on vient en Europe, on a toujours un peu ce regard un petit peu hautain. C'est pas bien, la MLS, c'est pas très élevé. C'est pas... Non, oui, c'est peut-être pas très bien, mais c'est quand même intéressant à regarder. Il y a des choses qui se passent. Il faut venir voir, même vos ligues locales, il faut aller voir. Il y a des choses sympas qui s'y passent. Et puis c'est ce qu'on va essayer de mettre en place, qu'on va essayer de développer, et vous allez voir qu'il va se passer plein de choses à énergie. Oui, ça c'est sûr et certain. Peut-être qu'on va se lancer dans le commentaire, d'être des commentateurs en direct pour des matchs, ou peut-être qu'on va inviter d'autres mondes à le faire avec nous autres. On a plein d'idées en tête, puis on espère que vous allez embarquer avec nous autres. En tout cas, moi j'ai eu vraiment du plaisir à faire ça aujourd'hui. Ouais, moi aussi. C'est vraiment du fun. J'espère que vous en aurez du fun aussi à nous écouter. Ouais. En tout cas, on prend, je le répète, beaucoup de fun à le faire. Et puis, on va se fixer une date très rapidement pour faire la deuxième. Les fréquences, pour l'instant, on n'a pas fixé. On ne s'imposera pas ça, je pense. On ne va pas s'imposer, mais vu comme on prend du plaisir, je pense qu'il n'y aura pas forcément très longtemps à attendre avant l'épisode numéro 2. Ça va venir assez vite, je pense. Bon, on va vous laisser là-dessus. On vous remercie pour votre écoute. Et on se revoit déjà... pour le prochain courant d'énergie. Ça marche. Merci à vous. Bye.